trois grands exemples, les trois grands domaines de la diversité, c'est l'art, le fait qu'un même paysage, par exemple, va donner des tableaux très différents selon les peintres, ça c'est assez extraordinaire. La montagne, pour moi, les gens qui ne connaissent la montagne qu'enneigée l'hiver au sport d'hiver, ils ne la connaissent pas. La montagne, c'est le domaine de la diversité. Bon. Alors, troisième grand domaine, le vêtement féminin. Là, si vous voulez, j'ai beaucoup vu. Aucun philosophe n'avait daigné s'occuper du vêtement. Aucun. Des psychanalystes, ah oui, ça oui, des sociologues évidemment, des historiens, bon, des sociologues, mais les philosophes, non, c'était futile, dérisoire, bon, etc. Et même des écrivains, à part Mallarmé, oui, je dis bien Mallarmé, il n'y a pas grand-chose sur la poésie, alors que, par exemple, il y a des textes à la fois de connaissance et de poésie, de Caillois sur les pierres, par exemple, où il y a des descriptions extrêmement obstinées de Ponge, pas vraiment de descriptions suivies d'une notation innombrable, des notations absolument innombrables, mais une phrase, deux phrases, bon. J'ai une collection, et alors quand on a beaucoup de collections, quand on a une collection nombreuse, très fournie, tout naturellement, ne serait-ce que pour classer, on recherche le nec plus ultra. Et alors là, cette recherche du nec plus ultra, qui est dérisoire, qui est folle, parce que chaque, disons, perfection, pour simplifier, chaque perfection se trouve sur son échelle à elle. Voilà. Donc, le nec plus ultra de nec plus ultra, ça n'a pas de sens. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est l'accord entre une personne et son vêtement. Parce qu'il se produit, alors là, j'ai beaucoup écrit, parce que ça n'a jamais été étudié. C'est l'osmose entre nature et culture, c'est un exemple fabuleux. Enfin, la cuisine aussi, c'est nature et culture. Oui. Mais là, s'agissant d'une personne, il faut le faire. Or, il y a transmission de la présence. Évidemment, à l'heure actuelle, surtout avec le vêtement actuel, ça ferait rire les jeunes. Mais autrefois, surtout dans les temps romantiques, mais il en est resté longtemps quelque chose. Toucher la robe d'une femme que l'on désirait, rien que frôler sa robe, le mot froufrou, il y a une chanson qui s'appelait Froufrou. Oui, le bruit, c'est un bruit délicieux. Donc il y a une transmission de l'érotisme depuis la chair, l'érotisme, la présence, la fascination, l'attrait se transmet. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce qui m'intéresse aussi, c'est les compositions ornementales. Les robes imprimées où il y a une composition ornementale. Chaque composition, enfin souvent dans les meilleurs cas, c'est une belle réalisation artistique. Hein, on va dire c'est artisanal. C'est une belle il y a des compositions très belles, très belles. Cette valeur esthétique est conservée, bien sûr, mais l'esthétique devient érotique. En plus de la composition ornementale, elle est érotisée. Et alors, la femme l'a incorporée. C'est devenu son corps. Provisoirement, par exemple, on dit, d'une part on dit, c'est superficiel, ça n'a rien à voir, avec la femme, c'est superficiel, c'est ajouté, c'est de l'artifice ajouté. Et on est schizophrène, parce qu'on dit aussi, écoute, elle était irrésistible, elle était troublante. Oh, quand j'ai vu arriver dans cette robe-là, oui. Elle était troublante, elle était irrésistible. Donc, momentanément, provisoirement, c'est indissociable. Il y a une osmose, je trouve que c'est un exemple extraordinaire de la fusion nature-culture.
En plus de ça, la nature, c'est pas seulement la nature, c'est pas seulement le corps, c'est en même temps la personne. Parce que la plus belle robe, si elle est mal portée, c'est fichu. Oui. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand il y a accord, complicité. Oui. Quelle autre peinture que celle de Jean Le Gros m'apportera la couleur en son évidence? Le génie de cet artiste est d'avoir trouvé le moyen de la dispenser de tout véhicule et de tout bagage, fait en sorte qu'elle fût libre de n'être qu'elle-même, de venir à notre rencontre en sa plénitude nue. Existe-t-il dispositif plus simple que celui qu'il a conçu? Des strates, jointives absolument, aux bords exactement horizontaux, se superposent, composant ainsi chacune des toiles à bandes, bandes au pluriel. Bon, il appelait ça des toiles à bandes. De ces strates ne varie que la hauteur, les écarts pouvant être considérables. En chacune réside une couleur qui l'emplit exhaustivement, isotrope, ou bien le noir peut avoir assise en deux endroits. Au total, 7 ou 8 rectangles, plages ou rubans. Voilà, rien d'autre. Alors, je peux vous dire que j'ai vu bien sûr un certain nombre d'expositions de ce Jean Le Gros il y a une trentaine d'années. Ce n'est pas le cas de toutes ces toiles, mais dans le cas de certaines toiles, je peux vous dire qu'il y avait une énergie, vous sentiez une énergie dans de la juxtaposition de certaines toiles, il y avait une énergie, comme le hasard a voulu que ces jours-ci, je prenne des notes sur la recherche inévitable du nec plus ultra. Comme je vous le disais, hier je me suis dit, mais j'ai déjà médité, j'ai déjà eu cette recherche sur un autre sujet. Je me suis dit, mais oui, c'est à propos de la peinture de Jean Le Gros. Ah. Voilà. Alors, dans les notes que j'ai prises à propos des images représentant des dames vêtues, je me suis dit, mais pourquoi cette recherche spontanée, presque inévitable, même si elle est comment dirais-je, elle fait fausse route. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une recherche de l'absolu. Ah. Il y a une recherche de l'absolu. Et en fait, il y a une recherche de ce qui mettrait fin à la quête. Oui. Parce que cette fascination de la diversité entraîne une quête inlassable, Oui. inlassable, infinie, qui est une source de surprise, de joie perpétuelle. Et donc, qui me passionne. Et bien qu'elle me passionne, il y a un sentiment, une espèce de désir, d'aspiration contraire vers ce qui mettrait enfin à la quête. Oui. Parce que s'il y avait le nec plus ultra, le nec plus ultra, la quête s'arrêterait. Parce qu'en fait, il y a une quête de l'absolu. Il y a une quête d'une image en lesquelles se rassemblerait toute la présence, toute la réalité, toute la diversité, toute la créativité. Et ça serait une sorte de manifestation, la manifestation la plus belle de l'un. Et je me rends compte que tout en y aspirant, mais ça ne mettrait pas fin à ma quête. Parce que quand même, je suis un être humain et que je n'aurais pas atteint l'absolu. Et ma quête reprendrait sans tarder. Sans tarder. Donc il y a deux sentiments contradictoires. Oui. Il y a une curiosité et un appétit infini, inlassable, fervent, passionné,
admiratif, euh, admiratif de la créativité universelle anonyme, admiratif d'une inventivité avec un grand V, qui est celle de l'univers, euh, une sorte d'admiration sans limite, enfin illimitée, de la possibilité, c'est-à-dire la multiplication infinie des possibles. Alors on arrive là à une idée qu'on n'arrive pas à cerner, la possibilité en tant que la puissance de possibilité en tant que possibilité. Alors, où, où réside le trésor des possibles? Et alors là, si vous voulez, on va rejoindre, sans l'avoir voulu, une autre façon de se diriger tant bien que mal vers l'origine physique là. Et je suis fasciné par la diversité qui est infinie. On a constamment des surprises. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais cette diversité n'a de prix, elle n'a de prix que parce que c'est la diversité qui vient d'une seule origine. C'est ça son prix. C'est ça son prix. Il m'est arrivé de le dire, c'est pas une diversité en vrac, comme ça. C'est parce que, en fait, tout est issu c'est une corne d'abondance, c'est une corne d'abondance qui se vide, dont le contenu se déploie à partir qui se déverse à partir d'une seule origine. Et Nouvelle Locale du Tout tente de le dire. Pour moi, ce que j'appelle Nouvelle Locale du Tout, c'est parce que je suis en montagne et que il y a quelque chose que je trouve inattendu, des ravinements assez extraordinaires, d'une régularité, et en même temps, c'est comme deux feuilles d'arbre, il n'y en a pas en fait deux semblables. Mais enfin, il y a une régularité, il y a un sculpteur géant qui a sculpté la montagne, bon. Et puis, ça peut être une cascade, et ça peut être un jeu d'ombre chez moi, ça peut être une dame qui vient me voir dans une robe qui lui convient, ça peut être tout ce qui peut nous frapper, tout ce qui peut nous fasciner, tout ce qui peut provoquer notre intérêt. J'appelle ça des nouvelles locales. Mais ça n'a de prix, enfin à mes yeux, que parce que ce sont des nouvelles locales du tout. Et ce tout, il est un, c'est une entité. Voilà. Le tout, pour moi, l'univers, d'ailleurs je l'appelle l'entité, l'entité majeure ou l'entité cosmique. L'univers est une entité. Alors évidemment, bon, le problème, bon, on ne va pas le développer à l'instant, le problème c'est que où on est spinoziste et on pense que Dieu, pour employer un terme simple, Dieu se confond avec l'univers, alors il y a une source qui en est distincte. Alors évidemment, c'est le problème des problèmes. C'est le problème des problèmes. Est-ce que la source est... Alors, depuis quelques années, je me dis, mais est-ce que cette question n'est pas liée à une intelligence limitée? Nous sommes des êtres limités. Bon, notre esprit a des facultés prodigieuses. Les mathématiques en sont le plus extraordinaire exemple, puisque nous arrivons à reconstituer peu à peu des parties du logiciel sublime, ce que j'appelle la mathématique, j'appelle le logiciel sublime, qui est le mode de fonctionnement de l'univers. Donc cet être limité, cet esprit limité a quand même des facultés prodigieuses. Mais néanmoins, il est
Alors, le fait de se demander si cette instance conceptrice, elle est inhérente, consubstantielle à l'univers, qui a une intelligence diffuse dans l'univers et qui n'a pas de source extérieure, que l'entité conceptrice n'est pas distincte, je me dis c'est peut-être dû, peut-être que ça n'a de sens que pour un cerveau limité, c'est très possible. Par contre, alors là, si vous voulez, ce que je veux dire maintenant sort de la philosophie euh, euh, avançant de manière rationnelle. Voilà. Ce que je vais dire maintenant sort de la méditation philosophique se comportant d'une manière rationnelle. Là, c'est autre chose, c'est de l'ordre de l'intuition personnelle, c'est de l'ordre, disons, on va dire, de la conviction intime, qui ne peut pas évidemment, bien évidemment, se prouver. Bon. Indépendamment de toutes les réflexions rationnelles, je pense qu'il y a un foyer de lumière. Voilà, c'est ce que j'ai pour. Il y a un foyer de lumière. Voilà. Bon. Et quelques expériences j'ai, qu'il m'arrive d'avoir, quelques expériences tendent à me confirmer cette conviction, cette intuition. Voilà. Vous évoquiez Spinoza. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent aujourd'hui à Spinoza. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont des gens très différents qui se réfèrent à Spinoza. Donc Spinoza est lui-même un foyer. Et ce qui me frappe, moi, dans ma lecture de Spinoza, c'est que je trouve que, en fait, immanence et transcendance se rencontrent totalement chez lui. Alors on pourrait dire que en fait, sa conception du divin est en fait se confond avec l'univers, donc on serait en fait du côté de l'immanence. Je pense que c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, et il me semble que vous-même, comme je le disais tout à l'heure, dans la conjonction qui se fait chez vous entre ce qu'on pourrait considérer comme des couples d'opposés, des couples de polarité, mais que vous ressentez, que vous percevez. Comme conciliable. Comme, même j'ai l'impression chez vous que c'est plus que conciliable, c'est-à-dire qu'ils expriment en couple une unité. Oui. Par exemple, le sensible et l'intelligible, et je pense que c'est le cas aussi de l'immanent et du transcendant. Mais en fait, cette question de la source, est-ce qu'elle est extérieure, antérieure à l'univers, ou est-ce que... Pour moi, éventuellement, il peut y avoir une coexistence éternelle. Mhm. Mhm. Il peut y avoir une coexistence éternelle. C'est-à-dire que, bon, il y a une question logique, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'univers? Parce que si l'univers, si par le mot univers on désigne la totalité de tout ce qui est susceptible d'exister, si vous considérez que cette source existe en elle-même, eh bien, d'une certaine manière, elle fait partie de l'univers, même si elle y occupe une place tout à fait singulière. Euh, donc, vous savez, je connais un physicien qui, chaque fois qu'il entend parler de multivers et d'univers parallèles, se révolte parce que ça le scandalise, parce qu'il dit, mais en fait, multivers, tout ce qu'on voudra, mais tout ça, c'est toujours l'univers. Oui, oui. Oui. Donc, en fait, cette source dont vous avez l'intuition... À partir des différentes possibilités physiques, des différentes valeurs des constantes. Ah, alors, d'accord. Donc on va en venir à cet aspect des choses. Parce que finalement, donc vous êtes un écrivain, et dans cet entretien, eh bien, on ne peut pas, un tel entretien ne peut pas remplacer simplement la lecture de vos écrits. Mais vous êtes simultanément un philosophe et un métaphysicien.
Et donc, notre échange peut se faire à ce niveau. Et vous êtes un métaphysicien un peu paradoxal, car d'une certaine façon, c'est comme si, et là je comprends bien votre référence à Spinoza, vous étiez simultanément, pourrait-on dire, matérialiste et spiritualiste. Vous avez l'intuition et vous avez l'expérience par moment de quelque chose qui supporte cette intuition et dont vous parlez en termes d'un foyer de lumière et qui est en fait comme une première expression, une première émanation du un. Et lorsqu'on vous pousse dans vos retranchements et qu'on vous demande des explications, eh bien, vous vous tournez vers la physique, c'est ça? Donc, est-ce que vous êtes matérialiste dans... Pour moi, le mot n'a pas grand sens. Je ne le refuse pas, mais si vous voulez, ça ne correspond pas bien à mon expérience, à ma conception, à la manière dont je vois les choses. Ça, quoi. Alors, justement, pour vous, comment comprenez-vous la relation entre cette dimension que l'on pourrait dire spirituelle du un en tant que foyer de lumière et, disons, le regard que la physique peut porter sur la réalité? Oui, bon, alors voilà, si vous voulez. Bon, il y a une seule origine. Alors, dans la mesure où on n'arrive pas à concevoir l'un, il y a une seule origine, où on se tourne comme on le fait traditionnellement, on se tourne vers l'un. Et bon, une fois de plus, on constate que l'un est impensable. Alors, puisqu'il y a une seule origine, on peut se tourner vers ce dont tout est sorti. Tout est sorti des oscillations du vide quantique. Tout est sorti de particules élémentaires. Mais le prodige, c'est que justement tout soit sorti des particules élémentaires. Qu'elles ne soient pas restées au stade de particules élémentaires, qu'il se soit formé des atomes, ensuite des molécules de plus en plus complexes, et à un certain moment, des cellules, et à un certain moment, des groupements de cellules qui ont fait des plantes et des animaux. C'est ça, en fait, le prodige des prodiges, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y avait une disposition, à l'origine, il y avait une disposition à la composition et au passage, étape par étape, à une complexité de plus en plus grande. Donc, il y avait cette disposition, elle existait dès les particules d'origine et même dans le vide quantique. C'est ça qui... Et à terme, la production d'une pensée qui commence d'ailleurs chez les animaux, mais qui prend des proportions extraordinaires avec l'être humain. Donc tout ça était contenu en puissance dans le vide quantique. Alors on se dit, il y avait donc une espèce de logiciel sublime. Il y avait donc une espèce de mode opératoire, il y avait une espèce d'organisation en puissance. Et alors là on retrouve l'idée d'une instance, conceptrice, d'autant plus qu'on se dit, mais ça a fonctionné avec comme architecture invisible les mathématiques. Donc, si on se tourne vers l'origine physique, on retrouve la question d'une instance conceptrice, qu'on aurait appelée autrefois Dieu. Voilà. Voilà où j'en suis. Oui, alors cette vision,
elle rejoint celle qui a été, par exemple, popularisée par Hubert Reeves dans son livre Patience dans l'azur, c'était dans les années 80, je crois, et lui-même suivait des travaux tels que ceux de ce qu'on a appelé la gnose de Princeton, par exemple, où il y avait vraiment cette idée que la conscience humaine s'inscrit dans un processus universel. Et que le fait que dans cette région de l'univers, ça pense et ça parle, et ben au fond on peut le voir comme une propriété de l'univers, une propriété locale, pour reprendre un mot que vous avez utilisé, de l'univers. De même qu'il y a des régions de l'univers où il fait très chaud, ou bien, il y a des régions de l'univers où ça pense, quoi. Donc cette inscription dans le cosmos est une intuition qui est à la fois portée par le développement de la science, et en particulier, disons, la connexion entre l'astrophysique et l'étude de l'évolution des espèces, mais qui est portée aussi par une intuition directe. Au fond, celle dont vous témoignez dans vos écrits lorsque vous étiez encore enfant, de ce sentiment à travers la petite lucarne, voilà, qui est ouverte sur l'univers, une lucarne inclinée. Donc, une petite fenêtre inclinée. Et tout simplement d'une chambre de bonne parisienne. Parce que, avec mes parents et mon frère, nous étions affreusement mal logés dans 3 chambres de bonne, 3 petites chambres de bonne. Et donc à travers cette lucarne, c'est en fait l'intuition de votre... La présence, le mot présence est très important. La présence de l'univers, oui, qui, surtout l'hiver, pesait, par exemple, il fait nuit à 4 heures, l'univers était à 1 mètre de moi. L'univers en sa totalité était présent sur cette lucarne, à travers cette lucarne, pesait sur cette lucarne, mais c'était une présence, c'était pas le silence des espaces infinis mais frais. Au contraire, c'était une présence bienveillante, oui, énigmatique bien sûr, mais bienveillante. Et il se trouvait, c'est vraiment un hasard, parce qu'il n'y avait pas de livre à la maison. Dans ma famille, personne n'avait fait des études, mais j'ai su, quand j'avais 8 ans, on parlait des découvertes récentes avec le télescope du Mont Palomar aux États-Unis, que l'univers était infini. On parlait depuis peu, alors bon, il y avait eu le chanoine, comment il s'appelle, le chanoine belge, mais Georges Lemaître. Depuis peu, oui, depuis très peu de temps, on parlait, et je l'ai su. Et les deux choses se sont, comment dirais-je, alliées. Les deux choses se sont alliées. Du reste, mais alors est-ce qu'on pense encore aujourd'hui que l'univers est infini? Je crois que les astrophysiciens ne le disent pas clairement, mais en fait ils n'en savent rien. Hein. En fait, ça ne change pas grand-chose, il est immense. Oui, ah, ça c'est sûr. Oui, il est immense. Bon, même qu'il continue ou non à s'étendre, ça ne change pas grand-chose. L'expansion de l'univers en elle-même n'implique pas que l'univers soit fini ou infini. Je crois qu'ils ne se prononcent pas tellement sur cette question, les astrophysiciens. Il me semble qu'on n'en saura jamais rien. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y aura un jour des arguments pour dire qu'il est fini, mais bon, je ne vois pas trop comment. Mais vous disiez que, donc ça m'intéresse tout particulièrement. Il y a d'un côté des connaissances scientifiques, mais ces connaissances scientifiques, au fond, pour vous, viennent à l'appui de quelque chose qui est d'abord une expérience directe, une intuition, un sentiment. Si vous voulez, dans les années, au début des années 90, une amie me dit, je consacre, le prochain numéro de la revue, ça sera un dossier
le souvenir déterminant. Et je vais inviter une trentaine d'écrivains à parler, s'ils le veulent, d'un souvenir déterminant pour eux. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas de souvenir déterminant. Par contre, j'ai un climat déterminant. Et j'ai écrit, c'est les seules pages autobiographiques, à la demande de cette dame, j'ai écrit ce petit texte que j'ai intitulé Climat. Voilà. D'accord. Donc c'est pas, d'accord, c'est pas un souvenir au sens où Non, on pourrait non, lui attribuer non, parce que c'est une une date. imprégnation qui a duré pendant des années. Oui, c'est ça. Je C'est une comprends. imprégnation. Le mot imprégnation convient parce que c'est une présence. Oui. C'est une présence. Mais et cette présence, au fond, elle se poursuit. Ah bah bien sûr, elle n'a pas changé. Oui, c'est ça. Alors, donc, dans le récit que vous en faisiez, non pas donc le récit d'un souvenir, mais le récit d'un climat qui est Fondateur. fait aussi Fondateur. de souvenirs, parce qu'il y a le souvenir sans doute construit sur toute une période, mais de cette lucarne inclinée, et vous disiez, l'univers était à 1 mètre de moi. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, l'univers était à 0 mètre. Ah bah de oui, vous. bien sûr. Parce que cette présence, Non, parce que je dis 1 mètre, parce que la lucarne, c'est ça. mon lit, il se trouve que mon lit se trouvait contre le mur, parce que le mur, il était d'abord vertical, et à 1,30 m, à peu près 1,30 m, commençait l'inclinaison. Il se trouve que mon lit, il était contre le mur où il y avait la lucarne. Donc, quand je me couchais, il y avait une espèce d'intimité. Il y avait 1 mètre, oui, 1 mètre, parce que la lucarne était à 1 mètre de distance. Mais C'est ça. en fait, il y avait une intimité. C'est ça. Et donc la présence de l'univers était simultanément votre propre présence. Ah bah oui, 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 mais enfin, si vous voulez, il se trouve, je suis comme ça, c'est que c'est pas important, ma présence n'est pas importante. Bien sûr, j'étais présent, bien sûr, j'ai une intériorité, une subjectivité, bien sûr, mais, mais ça n'a pas de grande importance. Lorsque... Enfin, du moins quand j'en parle. Bien sûr, je vis, je vis, et donc ça compte. Mais ça fait partie de l'univers. Bien sûr, bien sûr. Et du reste, lorsque vous parlez de certains artistes, vous nous avez lu tout à l'heure un extrait de votre livre, Cosmophilie, mais dans cet autre texte, disons, autobiographique, ce texte d'une vingtaine de pages, Mon chemin, vous parlez des artistes en tant que, on pourrait dire, co-créateur ou continuateur de la création universelle. Et on sent que vous n'êtes pas loin d'adhérer à leur vision, même si on ne sait pas exactement à quel point vous adhérez ou non à leur vision. Vous avez envie d'y adhérer pleinement. Par exemple, l'un d'eux, ah bien c'est celui dont vous nous avez lu un extrait là, Le Gros. Hein. À propos de Jean Le Gros, vous le citez. J'ai atteint un tel degré de participation avec la nature que j'ai l'impression d'accoucher d'elle. Et donc, vous dites, voilà, l'artiste s'est si bien mis à l'école et au service de la nature qu'il crée à sa place. Donc, en fait, on pourrait dire que l'artiste, vous citez aussi André Masson, qui dit « Nous sommes tout de même un morceau de la nature », pour souligner le fait que la création artistique s'inscrit dans quelque chose de l'ordre d'une création universelle, et non seulement ça n'a rien à voir avec le fait que l'art soit figuratif, mais d'une certaine façon, que l'art ne soit pas figuratif
dans le cas de certains d'entre eux, souligne encore davantage cet aspect de création. L'artiste est une expression, et lui-même une expression de l'univers en train de créer. Je conçois l'artiste comme un creuset. Alors, ce qui est beau, c'est que c'est un instrument. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que des artistes, j'ai rencontré plusieurs fois des œuvres dont les artistes disaient eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, qu'ils étaient des instruments. Plusieurs ont employé le mot instrument. D'autres disent je suis manié, je suis manié. Bon. Mais il y a même un artiste figuratif qui, pendant quelques années, il a signé Munier instrument. Il signait, bon, ça a duré quelque chose. Munier traduction instrument. Alors, si vous voulez, c'est un creuset. Ce qui est beau, c'est que il est à exemplaire unique. C'est un instrument, d'accord, mais si, pour des raisons diverses, il ne fait pas ce pourquoi il est fait, s'il ne va pas jusqu'au bout de ses possibilités, s'il meurt prématurément, ou si on le met en prison. Oui, un peintre m'a dit ça. Si je suis empêché de faire ce que j'ai à faire, personne d'autre ne le fera. Et c'est vrai, et c'est vrai. Quand il s'agit d'artistes véritables, oui. C'est-à-dire qui ont quelque chose de personnel à dire, qui ont en eux un univers cohérent. Enfin, je veux dire, leur œuvre est un univers cohérent, très divers. Ça n'empêche pas la diversité. Dubuffet, Max Stern sont très, très, très divers, mais il y a une cohérence. On peut trouver des liens entre les différentes parties qui peuvent être extrêmement différentes. Voilà. Donc, quand un univers est porteur et créateur d'une œuvre qui est un univers cohérent, effectivement, s'il lui arrive quelque chose, personne d'autre ne peut continuer à sa place. Alors au fond, l'univers d'un artiste, l'univers singulier d'un artiste est tenu, est porté ou est porteur d'une unité qui est un peu l'image de l'unité de l'univers lui-même. On peut dire ça, oui. Et donc ce que vous cherchez à penser tout en ayant le sentiment que c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, c'est cet absolu qui correspond à l'unité de l'univers, c'est ça, on pourrait le dire comme ça. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas atteindre? Et que signifierait de l'atteindre? Ça voudrait dire quoi d'atteindre l'absolu pour un être humain? Parce que justement, on est des êtres limités. Oui. On est des êtres limités. Donc, quand vous pensez que, fort heureusement, nous sommes porteurs de secrets. Personne ne peut arriver, même qu'entre deux êtres sont liés par la plus grande intimité, lorsque deux êtres constituent un couple vraiment uni, il y a toujours une part de secret. Quand vous pensez qu'il y a ce secret-là entre deux êtres, c'est ce qui prouve qu'on est enfermé en nous-mêmes jusqu'à un certain point. Même si on est traversé par toute la vie universelle, même si on est immergé dans la vie sociale, même si on est immergé dans une espèce comment dirais-je, dans l'ambiance conceptuelle du moment, on est à la fois très poreux, extrêmement poreux, on est traversé, et néanmoins on a des contours, on a des limites, il y a des limites. Les limites, c'est notre identité. Les limites sont traversées, elles sont poreuses. Mais ce sont des limites. La preuve, c'est qu'il y a le secret. La preuve, c'est qu'il y a le secret. Et donc, s'il y a un secret entre deux êtres humains, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas le secret de l'un.
de la source, on ne voit pas. Quand on pense qu'on continue depuis 25 siècles, on se triture l'esprit pour savoir comment notre esprit fonctionne. On n'arrive pas à savoir quel est le rapport exact entre l'objet et le sujet, entre l'objet de la connaissance et l'appareil de connaissance. On discute à perte de vue depuis 25 siècles. On ne voit pas comment, c'est pas étonnant qu'on ne conçoive pas le 1. À vrai dire, si on réfléchit, c'est pas... Mais peut-être que... On ne peut pas s'empêcher. C'est notre dignité de réfléchir, de spéculer. C'est notre dignité de méditer, de cogiter. C'est notre dignité. Mais, en fait, on ne peut émettre que des hypothèses, des pistes, des fractions de vérité. Parce que lorsque vous parlez d'atteindre l'absolu, ou plus précisément de l'impossibilité pour un être humain... Il y a une aspiration. Il y a une aspiration. Mais ce n'est qu'une aspiration. Mais cette aspiration est-elle purement intellectuelle? Parce que vous parlez de cogitation, de méditation... On peut dire que le cœur... oui. En fait, c'est une aspiration de tout l'être. Oui. Bien sûr, le mental joue un rôle important. Oui. Quand il essaye de comprendre, de formuler. Bon. Il est là pour essayer de comprendre et de formuler, et de raisonner, et d'argumenter, et de réfléchir. Mais, en fait, c'est une aspiration de tout l'être. Avec le cœur, si vous voulez, si on peut employer ce mot cœur. Mais oui, parce que, justement, les moments d'intuition, lorsque vous parlez de présence, cette présence qui prend une forme particulière dans l'expérience, dans le climat de la lucarne, dans l'expérience de la lucarne, mais qui en fait est toujours là. Et l'intuition liée à cette présence déborde de ce qui peut être formulé. Ah bah bien sûr. Et est-ce que par ce biais-là, en quelque sorte, il n'y a pas déjà quelque chose de l'ordre d'une, je ne sais pas si on peut dire d'une expérience de l'absolu, mais en tout cas de là où l'absolu rejoint, enfin là où notre être ne peut pas rejoindre l'absolu parce qu'il en fait partie déjà, d'une certaine façon. On pourrait dire ça. C'est ce terme présence que vous utilisez qui suggère quelque chose de cet ordre. Oui, cette présence m'enveloppait. Voilà. Et continue à m'envelopper. Mais oui. Je suis inséré. Je me sens intimement inclus, inséré, participant. Mais moi, je suis distinct puisque je pense. Le cogito, je le renverse. C'est, je l'ai écrit, je l'ai écrit. Je travaille à un texte, je passe des heures à travailler et j'éprouve un moment de fatigue. Et bon, je quitte ma table de travail et j'ouvre la porte-fenêtre et je vais dans le jardin. Et alors là, le il y a, c'est-à-dire ce morceau de paysage, se jette sur moi, m'assaille. Le il y a quelque chose, ouais. C'est ça. Ouais. Tout par-delà le il y a quelque chose. Ouais. Alors ensuite, oui, il y a un bonhomme qui l'a éprouvé, bien sûr, mais c'est corrélatif. Donc, c'est pas cogito, je pense, mais vidéo, je vois. Ouais. Je vois, non seulement je vois, mais ce que je vois m'assaille, se jette sur moi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le latin, si vous dites vidéo, il n'y a pas, le sujet n'est pas séparé du verbe. Oui, oui.
Donc le cogito, éventuellement, mais pas dans l'immédiat, quand on réfléchit. Oui, il est corrélatif. Bah oui, forcément, il y a un bonhomme. Et un bonhomme, c'est moi. Mais bon, euh, pour ce genre de- c'est secondaire, c'est Ouais, secondaire. ouais. Bien sûr, je vis, j'ai ma vie, et avec tout ce que ça peut comporter, mais euh, s'agissant d'une conversation comme celle que nous avons, ou s'agissant de ce que j'écris, le bonhomme, ça n'a pas grande importance. Les seules pages autobiographiques que j'ai écrites, c'est Climat. Alors vous avez employé le mot autobiographie à propos de chemin. Je ne parle pas de ma vie. Non, non. Je parle pas Mais du c'est tout. le titre de ce texte qui est Mon chemin. Bon. Donc, Ouais. Parce que comment dirais-je, mon cas est tellement singulier. On me demande par exemple, qu'est-ce qui vous a influencé, quel est le philosophe. En fait, aucun philosophe m'a vraiment influencé. vous mettez en avant Platon et Spinoza. Ouais. Et- Ça m'a fasciné. Ouais. Mais je ne peux pas dire que il n'y a pas vraiment alors les écrivains, oui, je l'ai dit, les écrivains très, très divers. Alors là, on ne voit pas tellement bien le lien de l'un à l'autre. Je ne sais pas moi, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, oui, j'ai eu des influences très fortes d'écrivains, très fortes. Mais quand j'ai découvert Pont, j'étais formé, il ne m'a pas influencé, j'ai dit, ah ben ça alors, un carnet, je viens d'écrire la volonté obstinée de dire, la volonté obstinée de dire. Et j'apprends qu'il y avait un bonhomme, un certain Ponge, qui avait écrit la rage de l'expression. Mhm. Alors évidemment, c'est beaucoup plus fort. La rage de l'expression, ça frappe plus que la volonté obstinée de dire. Mais c'était exactement ça. Mhm. Mais j'étais déjà constitué. Par contre, il y a eu beaucoup. Mais philosophiquement, je ne peux pas dire que tout est parti de mon expérience personnelle. Il y a une question qui me travaille un petit peu, c'est par exemple, vous ne citez pas Teilhard de Chardin. Or, moi, je pense qu'il y a je pense que ça vous plairait. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Teilhard de Chardin. oui, Alors c'est curieux, c'est amusant, c'est que de plus en plus souvent, on me parle de Teilhard de Chardin. oui, Alors bon, voilà ce qu'il en est. J'avais 26 ou 27 ans, lorsque, en lisant le journal Combat qui a disparu, en lisant le journal Combat, j'ai fait connaissance, enfin j'ai appris l'existence d'un certain Teilhard de Chardin et de son œuvre. Ah, ça m'a vraiment, je me suis, je, c'était très proche de certaines de mes idées, oui, très proche de oui. certaines de mes idées. Alors ensuite, mais il s'est trouvé que je n'ai rien lu. Je n'ai pas acheté ses livres. J'en suis resté à une présentation d'un journaliste, voilà, où l'essentiel était expliqué, bon, proposé. Et sans doute parce qu'il y avait des choses qui m'attiraient bien plus à cette époque, je n'y pensais plus. Et il s'est trouvé que, alors plus tard, j'ai fait la connaissance d'un homme très singulier, Roger Munier, un penseur très, très singulier. Et il était allé presque au bout de ses études de jésuite. Presque au bout. Il avait presque terminé. Il a perdu la foi, donc il a laissé tomber, et Teilhard de Chardin est un jésuite. Alors, bon, on a été amené à en parler. Il me dit, écoute, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi parce qu'il y a une convergence. Et toi, c'est la diversité. Donc, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le lire, lis-le. Hein, je peux même te passer les livres. Mais, à mon avis, ça t'apportera rien. Donc, je l'ai jamais lu. Jamais lu. Et c'est vrai que
je vois pas, j'éprouve pas pour l'instant dans l'univers la convergence. Alors peut-être qu'il y aura une convergence, peut-être qu'il y aura une remontée vers l'un, peut-être qu'il y aura une remontée vers l'un avec participation intense de l'esprit humain. Peut-être, oui. Ça serait idiot de refuser, d'exclure quoi que ce soit. Ce serait toujours idiot. Mais du reste, votre... Mais actuellement, je Oui. ne le vois pas. Mais Je ne vois pas de convergence. votre intérêt pour, disons, la complexification dans l'histoire de l'univers, Ça, c'est capital. voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus remarquable, c'est cette ascension dans la complexité. Et cette ascension dans la complexité, on peut la comprendre comme une espèce de montée vers l'un, puisque précisément la formation d'êtres complexes incorpore en quelque sorte une diversité d'éléments dans une unité. Oui, bien sûr, puisqu'il y a création d'entités. Oui. Chaque entité, elle est une, Oui. bien sûr. On peut dire ça. Mais pour l'instant, il se trouve, enfin, je suis constitué comme ça, je suis fasciné par le divers, tout en admirant le divers comme diversité de l'unité. Et oui, précisément. Mais Donc ça veut bien dire que chez vous, diversité et unité sont ce genre de polarité qui ne s'opposent pas du tout, oh non, mais se supportent l'un l'autre. C'est plus que se compléter. L'un permet l'autre, d'une certaine façon. ah oui, elles sont inséparables. Ils sont inséparables. Donc, vous voyez comment du 1 fleurit la diversité, mais vous méditez aussi sur cette remontée en quelque sorte de la diversité vers l'unité. Ou bien est-ce que ça va tellement ensemble qu'au fond, pour vous, c'est difficile de dire on va de l'unité vers la diversité ou on va de la diversité vers l'unité. Ça reste en permanence... Pour moi, il me semble, présentement, c'est la diversité qui croît. À partir de l'origine, qui est une, la diversité ne cesse de croître. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y aura un moment où il y aura une convergence? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, d'accord. Donc, dans votre vision, en fait, il y a l'unité qui est l'origine. Je crois que vous parlez de l'amont, à un moment. De L'amont. Ce qui est en amont. Oui, l'amont, oui, l'amont. L'amont. Donc, c'est cette source qui est donc en amont et ça coule comme les fleuves en descendant. Comme une corde d'abondance. Voilà ce que vous disiez tout à l'heure, une corde d'abondance. Donc la corde d'abondance, elle a une espèce d'origine en quelque sorte ponctuelle, et puis ça ne cesse de s'ouvrir, de s'élargir, et de cette ouverture surgit donc pour vous une diversité qui va sans cesse en augmentant. Sans perdre... alors peut-être en la perdant comment dire, de façon manifeste ou en la perdant en quelque sorte consciemment. Par exemple, on peut voir dans la société des courants comme ça d'une multiplication de modes de pensée, de modes de vie qui font que les gens ne se comprennent plus. Donc apparemment l'unité se perd, puisque en fait c'est la relation entre l'unité et la diversité, ça se retrouve dans tous les champs de la pensée, et notamment en politique. Les questions d'organisation collective ne cessent de nous confronter à cette question de l'unité et de la diversité. Donc la multiplication de la diversité peut nous donner par moments le sentiment que l'unité se perd, mais en réalité, elle est toujours là, sous-jacente. Et au fond, ce que je comprends de votre vision, c'est que une convergence concrète n'est pas nécessaire à l'existence d'une unité sous-jacente. Et même à la limite, d'une certaine façon, plus il y a de diversité, plus par contraste, ça souligne peut-être l'unité sous-jacente. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais
En ce qui me concerne, je perds jamais, Oui, je n'oublie jamais l'unité. Je oui, l'oublie, enfin l'unité, l'origine une, je ne l'oublie jamais. Parce que, encore une fois, cette diversité miraculeuse, elle est miraculeuse parce qu'elle a une seule origine. C'est ça le prodige. Il y a une inventivité, une créativité inouïe. Inouïe. En fait, c'est ça. En fait, il y a une inventivité, une créativité infinie. C'est ça le prodige. arrivé à ce point de notre dialogue, j'ai envie de vous dire quelques mots sur mes propres recherches Oui, oui. concernant l'unité. Et moi je parle de multiplicité, mais j'aime bien le terme que vous utilisez de diversité, qui est plus dynamique et plus davantage évocateur Et finalement. concret, diversité, c'est concret. Oui, Multiple, c'est abstrait, en comparaison. je suis mathématicien, donc j'ai tendance à, à être du côté de l'abstraction. Mais, et alors, dans ces recherches que je poursuis, il y a notamment la notion de connexité, donc la possibilité de connecter les choses ou de les déconnecter. Et une façon très simple, pourrait-on dire, d'unifier plusieurs entités différentes, ou de manifester, ou d'exprimer, ou de construire euh, quelque chose qui les relie, c'est les, comment dire, de les faire participer effectivement à une même entité connectée. Et donc ça donne lieu à une structure, mais une structure qui est un peu différente, qui est voisine, mais un peu différente du genre de structure que les mathématiciens utilisent le plus souvent pour parler de ce genre de relation, et qui s'appelle la topologie générale. Donc les outils que j'utilise avec la connexité ne sont pas ceux de la topologie générale. Or, un lien, j'ai trouvé un lien entre ces deux modes d'expression et d'analyse que sont donc disons, la connectivité et la topologie. Ça passe par ce qu'on appelle les topos de Grothendieck. Je ne vais pas vous expliquer là Oui. les topos dus à Grothendieck, qui ont été inventés ou découverts par Alexandre Grothendieck, ce mathématicien extraordinaire qui est mort il y a quelques années. Et dans ce lien via les topos de Grothendieck entre la connectivité et la topologie, il y a une espèce de renversement que j'ai constaté et qui m'a étonné d'ailleurs, et qui fait que ce qui, du côté de la connectivité, exprime l'unité, se retrouve du côté de la topologie en tant que frontière. C'est-à-dire que ce qui d'un côté exprime le lien se retrouve de l'autre côté comme généralement associé à l'idée de partage et voire de séparation. Le terme partage est en lui-même ambivalent, puisque le partage, c'est à la fois ce qui permet d'être ensemble et simultanément ce qui sépare. On sépare quelque chose, ce qui crée une façon d'être ensemble. On coupe le gâteau en morceaux, on le coupe en morceaux et donc on en sépare des parts, mais ça nous permet de partager quelque chose et donc d'être ensemble. Et la notion de frontière elle-même, elle est finalement, elle peut se lire aussi bien du côté du lien que du côté de la séparation, puisque une frontière sépare, mais simultanément, c'est uniquement l'existence d'une frontière qui permet de reconnaître qu'il y a deux côtés et qu'on peut éventuellement aller d'un côté à l'autre, selon que la frontière est plus ou moins poreuse, pour reprendre un terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Alors, je voudrais savoir si, pour vous, vous avez rencontré dans votre travail cette notion de frontière. Est-ce que c'est quelque chose qui est évocateur pour vous? Parce que je trouve que
l'espèce d'ambivalence de la frontière comme étant à la fois du côté du lien et de la séparation euh, euh, suggère un rôle possible important de cette notion de frontière dans une pensée de l'unité et de la diversité. Ben, frontière ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais bon, j'emploie le mot limite. J'emploie le mot limite, et il y a quelques instants, je disais, nous avons nos limites, nous avons notre identité, nous avons notre contour, nous avons notre cloisonnement. La preuve, c'est que nous sommes porteurs de secrets, et on ne peut jamais se mettre absolument à la place d'un autre, malgré qu'il peut y avoir des transmissions de pensée, il peut y avoir une proximité subjective extraordinaire à certains moments. D'une part, d'un côté, nous sommes traversés, nous sommes immergés, nous sommes traversés de part en part par la vie universelle, avec tout ce que ça peut comporter, par la vie de l'humanité, avec les pensées de l'époque, les conceptions de l'époque. Nous sommes poreux, nous sommes très poreux, et en même temps, nous avons des limites, des contours, j'emploie le mot limite, contours, oui, et donc je n'emploie pas le mot frontière. Alors, voilà ce que je peux répondre. Il y a une ambivalence, parce que il y a donc des discontinuités et il y a des continuités. Il y a les deux. Oui. L'époque privilégie les discontinuités. Les discontinuités existent, sinon il n'y aurait pas d'être séparés. Il n'y aurait pas d'être séparés. Il y a déjà, pour qu'il y ait des êtres séparés, individus distincts, des entités distinctes, il faut qu'il y ait des discontinuités. Mais malgré tout, la continuité prévaut sur les discontinuités. La continuité traverse les discontinuités existent. La preuve, je reviens, nous sommes porteurs de secrets, qui sont vraiment des secrets. Bon, la preuve, c'est la meilleure preuve. Donc, il y a des limites, mais les continuités l'emportent toujours sur les discontinuités. D'accord. Ou même si elles ne l'emportent pas, on va dire que les deux sont aussi importantes. Nous sommes tous dans le même bain, quoi. Oui. Nous sommes des poissons différents, mais dans un même océan. Ah oui. Voilà. Oui. Et qui nous traverse, enfin, l'océan n'est pas étranger à notre être. Nous nous identifions, nous nous distinguons. Quand vous parlez de secret, c'est peut-être aussi tout simplement le fait que nous ne pouvons pas avoir l'expérience directe de l'autre, par exemple de la douleur. Donc c'est cette, disons, cette existence individuelle est une réalité, mais elle est incorporée dans l'univers, donc dans l'universel d'une certaine façon. Oui, je défends l'époque a voulu, peut-être que ça va changer, que c'est en train de changer, mais pendant des décennies, on a voulu exclure les frontières et les identités. Les identités, bon, c'était des mots, c'était illusoire. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir à cela? Je l'ai écrit, j'ai écrit un texte qui a été repris dans Cosmophilie. C'est un écrivain du oui peut-il lire Dany Lebrun? Il y a un chapitre de Cosmophilie qui s'appelle Un écrivain du oui. Dany Lebrun, c'est une. Pour en parler d'une manière très brève, d'une manière accélérée, Annie Lebrun, c'est une surréaliste.
c'est une personne, disons, révoltée, non académique. Bon. Et il est arrivé un moment où elle dénonce, elle s'en prend à tout un tas d'idées actuelles qui brisent tout un tas de choses. Alors je me suis dit, mais comment quelqu'un qui était anticonformiste, extraordinaire, soit surréaliste, je cherche mes mots là, je suis un peu injuste, maladroit pour l'évoquer. Comment se fait-il que certaines évolutions de la société la révoltent? Et pour répondre à cette question, eh bien, j'en suis arrivé justement. Il y a ce qui compte est un édifice. Par exemple, une langue c'est un édifice. Voilà, une langue c'est un édifice. Alors, bien sûr, une langue vit, bien sûr, elle se modifie, bien sûr, elle change, bien sûr, elle a des apports, bien sûr, mais c'est quand même un édifice. Il est vivant et il change, mais c'est une œuvre, c'est un édifice. Un pays, une nation, c'est un édifice. Une vieille nation, c'est un édifice. Bon, je ne sais pas si Annie Lebrun, je pense qu'elle n'aurait pas. L'idée de nation lui aurait déplu. Peut-être l'exemple est mal choisi. Mais j'ai oublié les exemples que je donne. Ah ben, c'est à propos des sexes qu'elle était. Elle n'était pas du tout d'accord avec l'évolution actuelle. C'est qu'elle voulait maintenir, l'identité des sexes, de chaque sexe, voilà, entre autres choses. C'est ça qui m'a amené, et j'ai vu que j'ai repris cette idée à propos de la question du sensible, de l'apparence des choses par rapport à la réalité physique. On dit, là où vous voyez une table, ce ne sont que des atomes. Il y a davantage de vide. Oui. Il y a davantage de vide que de substance. On entend souvent dire ça. Et alors, le plus beau, c'est que ça rejoint le bouddhisme. Ah, justement, j'étais en train d'y penser. Alors. Ça rejoint le bouddhisme. Et alors, ça, si vous voulez, je ne le supporte pas. Alors, c'est très intéressant. D'une part, je me suis éloigné de quelqu'un dont j'étais très proche, un philosophe. On a eu des discussions qui ont fini par tourner au vinaigre, parce qu'il ne supportait pas que je prenne en considération le fonctionnement des lois, la réalité physique, dans la beauté des choses que je voyais. Alors là aussi se concilie chez moi, c'est pas de ma faute, ça se concilie. Alors je lui disais, mais c'est pour défendre le sensible. Parce que la merveille, c'est la merveille, c'est le sensible. Alors, contre les gens qui disent, alors je lui disais, mais tu vois, je défends le sensible puisque je rétorque aux gens qui disent ce ne sont que des atomes. Oui. Ou les bouddhistes qui tiennent à leur manière un discours là, je leur dis la cathédrale de Strasbourg, elle est faite de grès rouge. Qu'est-ce qui a le maximum de réalité? Le sable, parce que le grès lui-même, c'est du sable aggloméré. Qu'est-ce qu'est le maximum de réalité? Est-ce que c'est ce sable ou c'est la cathédrale de Strasbourg? Le maximum de réalité, c'est la cathédrale. Donc c'est une œuvre, un édifice. Donc, au contraire, toute l'évolution de l'univers, ça a été de constituer des œuvres, des édifices à partir de matériaux. Et c'est ça la réalité et le maximum de réalité. Dans le livre précédent qui s'appelle « Ils ont décidé que l'univers ne les concernait pas »,
vous retrouvez nouvelle locale du tout, un petit texte qui s'appelle nouvelle locale, et vous trouvez un texte qui s'appelle Maya n'existe pas, loué soit l'illusion. Loué soit l'illusion. Et alors, si vous voulez, je renforce cette idée avec un argument. On va dire, on dit souvent la couleur n'existe pas. La couleur existe parce qu'il y a des yeux. Ce n'est que quelques ondes qui ont été sélectionnées. Je dis, mais qu'est-ce qui a créé l'appareil optique? L'appareil optique, comme on dit, plus le cerveau. Qu'est-ce qui l'a créé? Plus la conscience. C'est l'univers qui l'a créé. L'univers se regarde, Oui. l'univers a fabriqué ce qui permet de le regarder. Donc, ce fait que ça soit limité, que quelques ondes, c'était bien sûr c'est un spectacle, c'est un des spectacles possibles, mais il est fondé, c'est pas une illusion, c'est un spectacle fondé, puisque c'est l'univers qui a créé l'œil et le cerveau. Donc... Oui, je vous rejoins totalement, parce que, en fait, ce sont comme des allers-retours qui nous obligent à repenser de manière à chaque fois plus profonde ce qu'on appelle la réalité. Et donc, il y a disons, on pourrait dire, il y a un moment phénoménologique qui est fondamental de prendre en compte en quelque sorte objectivement la subjectivité, si on peut dire. C'est-à-dire que pour celui qui ignore le vide et les atomes, lorsqu'on lui dit que la table est constituée d'atomes et de vide, c'est un élargissement de sa compréhension des choses. C'est une augmentation intéressante. Mais une augmentation qui, pour être réellement intéressante, ne doit pas l'interdire de se mettre à table le moment venu. Exactement de la même façon que la compréhension du fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre ne doit pas nous interdire d'apprécier un lever de soleil et un coucher de soleil. Bien sûr. Donc, le point de vue phénoménologique est fondamental. Nous avons une expérience, et cette expérience est un fait qui se produit dans l'univers. C'est quelque chose qui arrive. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est encore plus concret que l'exemple de la couleur, parce que la couleur, vous l'expliquez avec des ondes. Bon. La falaise. Vous êtes fasciné par une falaise. Bon. Mais si vous savez que à l'emplacement de la falaise, il y avait la mer, déjà. Bon. Qu'il y a eu une élévation lente du terrain. Bon. Cette falaise, elle s'est fabriquée dans les abysses. Déjà, c'est assez prodigieux. Deuxièmement, si c'est une falaise calcaire, quand vous savez que cette roche, que ce matériau solide, il a été constitué par des milliards d'êtres microscopiques, des microbes avec une petite carapace calcaire, qui se sont déposés pendant des siècles, c'était de la boue. Mais vu l'épaisseur, la boue s'est durcie avec la pression. Quand vous pensez qu'il y avait la mer à la place et que ce que vous voyez comme une pierre, ça a été, pour la constituer, ce sont des animaux microscopiques, pour en prendre le mot enrichi, et non, élargissez, élargis, c'est un élargissement prodigieux. C'est un monument du temps. Cette falaise, elle vous fascinait, mais c'est un monument du temps. Et donc, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement. C'est ce que j'appelle la perception instruite. Voilà. La perception instruite. Oui. Et alors, je dis, ça redouble l'émerveillement. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais quand on sait, ça fout l'émerveillement en l'air. Mais non, au contraire. C'est prodigieux que le fonctionnement des lois physiques produise ça avec des surprises, des choses inattendues. Bon, je ne peux pas donner l'exemple d'une réflexion, des lois de la réflexion, ça nous entraînerait trop loin, mais dans le prochain livre, je citerai un exemple presque surréaliste
des effets de loi de la réflexion. Alors, c'est vrai que la connaissance scientifique peut parfois s'accompagner de ce qu'on appelle un désenchantement. Il y a un désenchantement du monde, mais il y a aussi un réenchantement. C'est ce que j'appelle l'enchantement objectif. Oui, je comprends très bien cette idée. Oui, absolument. Écoutez, moi je propose que nous concluons cet entretien sur l'enchantement objectif. Ça me paraît une formule porteuse d'avenir. L'enchantement objectif. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Henri Reynal. Alors donc il varie. Alors, il y avait des strates comme ça et des strates comme ça. Et alors horizontale. Et dans chaque strate, couleur homogène. Bon, les couleurs se trouvent délivrées, autrement dit de tout. Contour, géométrie, cadence, valeur, modulation, relief, accident. Jean Le Gros les a déliés de la forme et le support s'effaçant de la substance. Alors, sans mélange, chacune s'avance en sa franchise, à découvert, souveraine, s'expose sans que rien ne distrait le spectateur, s'impose à sa contemplation. Toutes ont égal pouvoir, que leur place soit ample ou resserrée, leur sonorité mate, claire, allègre, profonde. Rien ne les oppose vraiment, rien ne les marie. Chacune tient son autorité de sa singularité isolée dans le calme du paradoxal monument qui ordonne les flux parfaitement simultanés qui y font face, chant solennel des fraîcheurs assemblées, musique qui ne scie pas. Chacune limpide, suprêmement distincte d'être au contact, à la limite des autres. Ce qu'elle est, l'étant absolument. La restriction sévère, sinon cruelle, de la finitude entraîne la multiplication miraculeuse de l'absoluité. L'absoluité est en partage. Chacune s'avance telle une idole. Y aurait-il donc cumul d'idoles? Oui. Elles ne sont donc pas rivales? Non. Elles ne le sont en rien. Aucune ne domine l'autre. Comment cela se peut-il? Toutes nous arrivent de l'un, pour cette commune origine égale. Elles manifestent l'un? Oui. Elles en donnent une idée? Non. On ne peut avoir quelque idée de l'un. Non, il se tient à l'écart de l'entendement. Déjà, on a beau savoir que la palette des ondes chromatiques est tout entière contenue dans le blanc optique, on ne peut pas se représenter leur contemporanéité vive au sein du silence plénier. À plus forte raison, la pensée se cabre et fait demi-tour si on évoque devant elle ce en quoi serait compatible, se concilierait, coïnciderait l'ardeur, la suavité, le secret, l'éclat. La pensée irait-elle jusqu'à refuser refuser le principe? Non, elle a la faculté de l'admettre, elle est apte à en avoir la certitude. Il s'agit alors de la certitude de l'énigme? Oui, car elle ne doute pas de l'inconnaissable. Elle ne doute pas de l'inconnaissable. Voilà. Je vais filmer tout ça.